Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, alors d'autant plus ravi que je vous invite à la découverte de la ville qui m'a vu naître et grandir, la ville dans laquelle j'habite, j'ai beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire, la ville d'Annecy. Alors je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous avaient eu l'occasion de venir à Annecy, mais effectivement, on la surnomme souvent la petite Venise des Alpes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir tous les atouts, évidemment, tous les charmes d'Annecy, de son lac et de toute la région, qui est vraiment très riche au niveau de son histoire, de son architecture, de ses paysages, bien évidemment, entre lac et montagne, et puis de sa gastronomie. Donc, encore une fois, installez-vous confortablement. On va passer un petit moment ensemble avec Annecy, la Dolce Vita des Alpes. Alors, la première photo, vous voyez qu'elle parle d'elle-même pour les charmes d'Annecy. Et nous sommes ici dans les vieux quartiers avec le Thioux. C'est l'une des plus petites rivières de France qui permet bien, de faire le lien entre le lac et d'être une exurgence, en tout cas, de l'eau du lac. C'est un lac alpin, c'est un lac glaciaire. On en reparlera dans quelques instants. Et là, vraiment, on est dans le cœur de la vieille ville d'Annecy. Vous apercevez tout au fond, d'ailleurs, le petit toit un petit peu pyramidal qui sont ce qu'on appelle ici les vieilles prisons. Donc, vous avez l'une des images les plus emblématiques des vieux quartiers d'Annecy. J'espère que tout le monde entend bien ma voix. J'attends juste le petit retour, si vous voulez bien, que tout le monde entend correctement. Bien, parfait. Merci beaucoup pour le retour, pour le son. Alors effectivement, Annecy, comme vous le savez, c'est la préfecture de la Haute-Savoie. Donc il est intéressant de resituer évidemment Annecy dans son orientation, dans son organisation géographique. Alors vous voyez ici le département de la Haute-Savoie. Vous voyez qu'au nord, eh bien, nous avons la Suisse avec le lac Léman. Nous avons toute la partie évidemment des Alpes suisses, sur la partie est, l'Italie. Et d'ailleurs, Annecy se trouve vraiment bien, sur cette route, une route commerciale. C'est une route très importante depuis l'Antiquité, qui voit Annecy comme un véritable carrefour entre les personnes qui venaient de l'Italie et qui allaient en direction de ce qu'on appelle le Genevois. Donc voilà ici une situation qui a permis à Annecy bien, de se développer dans l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge et puis évidemment d'accueillir une multitude de personnes, d'où ce métissage qu'on observe aussi bien sur les façades que dans la population locale. Alors Annecy, voilà le centre d'Annecy que vous pouvez voir maintenant sur la carte qui se présente. Alors nous avons à droite le lac, nous avons la partie centrale avec le Thioux qui sert véritablement ici de voie fluviale et commerciale. Et en plein milieu du Thioux, vous voyez déjà les vieilles prisons qui apparaissent. C'est le numéro 11, on est en plein milieu de l'image. Et vous voyez que l'ensemble de ces vieux quartiers est assez restreint, c'est assez réduit. Nous avons tout en bas de l'image le château, c'est donc ici le musée château, qui est un des endroits les plus courus d'ailleurs, depuis lequel on a une très belle vue sur la vieille ville et également sur le lac. Et puis sur la droite, nous avons des grands jardins qu'on appelle ici les jardins de l'Europe, là où se trouve l'hôtel de ville d'Annecy. On appelle les Annéciens, les habitants d'Annecy, Annéciens et Annéciennes. Nous avons ici le blason de la ville d'Annecy. Alors, vous constatez, assez étonnant, que sur ce blason, eh bien, il y a un poisson, c'est la truite, les fameuses truites du lac. C'est une truite d'argent représentée sur un fond de gueule, comme on les appelle en armoirie, c'est-à-dire un fond rouge. Donc, ce sont des armoiries très anciennes et qui indiquent bien le lien vraiment très fort entre la ville d'Annecy et son lac, et surtout avec, évidemment, l'activité de pêche. Alors, c'est beaucoup moins le cas actuellement, mais effectivement, durant pratiquement toute la durée de l'histoire de la ville d'Annecy, il y a vraiment un lien très fort grâce au lac et grâce évidemment à cette richesse constituée par les poissons. Alors voilà une photo également que vous apercevez vue depuis le château. On voit très bien la restauration qui a été refaite de toutes les toitures des vieux quartiers d'Annecy. Vous apercevez tout au fond cette grande tour clocher, qui est la tour clocher de Notre-Dame de Liesse, qui n'est pas la cathédrale, mais qui est une des églises les plus importantes d'Annecy. Et puis vous voyez donc cette ambiance assez charmante. N'oubliez pas qu'Annecy d'ailleurs, durant plusieurs années, c'est le cas encore en 2020, a été classée parmi les villes où il fait le mieux vivre, avec des villes comme Nantes,
Nantes, par exemple, eh bien, Annecy fait figure de modèle, en tout cas, pour la qualité de vie, pour son attractivité, pour sa situation, encore une fois, aux portes de la Suisse, aux portes de l'Italie, et pour le cadre, un cadre privilégié, encore une fois grâce au lac et à ses montagnes. Et justement, voilà une vue intéressante sur la Cluse d'Annecy. Alors, vous voyez en contrebas toute la zone urbanisée, donc c'est Annecy qui se dévoile. Vous avez le Mont Verrier, c'est la montagne depuis laquelle on a fait cette photographie. Et voyez les eaux d'ailleurs assez étonnantes, la qualité des eaux. Alors, il faut savoir qu'en hiver, les eaux du lac d'Annecy, c'est à peu près 5 degrés et qu'elles peuvent atteindre, en tout cas en surface, 26 degrés à la fin de l'été. C'est pour dire effectivement eh bien, le lien qu'il y a entre la météo, l'environnement et la qualité des eaux du lac d'Annecy. J'en parlerai un petit peu plus loin pour le lac à proprement parler. Vous voyez qu'au bord, entre le lac et la ville elle-même, on a effectivement ce qu'on appelle ici la plage d'Albini. Vous avez ce petit promontoire avec l'Imperial Palace et puis la grande promenade d'Albini avec le Champ de Mars, qu'on appelle ici le Paquier, et donc la ville proprement dite avec les vieux quartiers qui se trouvent légèrement à gauche. Là, vous avez l'embouchure du Thiou. Donc voilà un petit peu pour cette situation générale sur ce qu'on appelle la grande plaine des Fins. Et effectivement, Annecy a la particularité d'être à cheval sur deux paysages complètement différents. Voici une image qui vous montre bien justement dès le XVIe siècle, c'est la date de cette lithogravure qui est de Châtillon, c'est un célèbre imprimeur de la fin du XVIe qui vous montre bien ici le lac, bien évidemment, les montagnes, en arrière-plan, là vous avez le Mont Verrier plus précisément, et puis le château, regardez en très bonne place, un château qui s'est installé sur le promontoire naturel, sur un rocher sous lequel d'ailleurs on a creusé des tunnels. Maintenant, ce sont des lieux d'affinage du fromage. Et voilà ici une image vraiment typique avec les canaux. Vous voyez le Thiou au premier plan, avec toutes les dérivations, tous ces petits canaux qui en font justement la fameuse Venise des Alpes. Alors ces canaux, on les trouve partout vraiment. Il y en a même qui passent sous les églises, sous les chevets, par exemple, de Notre-Dame de Liesse ou alors de Saint-François. Bref, c'est vraiment ici quelque chose qui est omniprésent. Alors effectivement, à cette époque-là, au XVIe siècle, Annecy fait partie de ce qu'on appelle l'apanage genevois. C'est-à-dire que pendant tout le Moyen-Âge jusqu'au XVe siècle, la ville d'Annecy a été occupée par le comté de Genève. Le comte de Genève qui a été chassé de Genève, on remonte ici au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, eh bien, s'est installé dans la ville d'Annecy, plus précisément dans le château, qu'il va d'ailleurs modifier grandement pour en faire une résidence digne d'un comte. Donc, c'est le siège du comté du Genevois. Et ça, jusqu'à la mort du dernier représentant du comté de Genevois. Nous sommes en 1498, vous voyez vraiment aux portes du XVe siècle, avec bien évidemment la suite avec la maison de Savoie, qui prend le relais, avec évidemment la grande puissance du Piémont-Sardaigne. Alors voilà ici une illustration qui vous montre bien encore une fois la position vraiment stratégique du château. Vous voyez en plein milieu des vieux quartiers que vous apercevez, c'est toujours le Thiou que vous avez ici au premier plan. Et pour répondre à la question de Yvette, depuis quand la ville a pris le nom d'Annecy? Eh bien, en fait, c'est un nom qui est d'origine déjà assez ancienne. Alors, on n'a aucune certitude, comme souvent en étymologie pour les noms des villes, mais très vraisemblablement, le mot Annecy viendrait d'un gallo-romain qui avait une villa, une grande domus, donc à l'époque évidemment de l'Antiquité, et qui s'appelait Annicus, selon toute vraisemblance. En tout cas, c'est la théorie la plus souvent admise. Et donc, cet Annicus a donné par dérivation et par évolution terminologique la ville d'Annecy. Donc, depuis toujours, cette ville s'est appelée Annecy, avec des orthographes différentes, bien évidemment. À ne pas confondre avec Annecy le Vieux, dont je parlerai également dans quelques instants. Alors voilà, je reviens sur cette image que vous avez sous les yeux, le Thiou au premier plan. Vous avez ici ces grandes maisons qui sont des maisons qui ont été construites au XIXe siècle, le XIXe, qui voit d'ailleurs le Thiou
davantage comme un déversoir de toute l'industrie qui s'y installe. Alors c'était vraiment une poubelle à ciel ouvert avec tout ce qui était infrastructure, les manufactures de papier en particulier, les manufactures du fier. Vous aviez également le textile, bref, dès qu'il y avait une rivière, eh bien on déversait les tanneurs en particulier. Et le château, vous voyez, bien positionné sur son fameux éperon, donc cette acropole naturelle, du haut duquel il domine l'ensemble de la ville. Alors je vous rappelle que ce château, voici une autre image, nous sommes à l'intérieur de la cour du château. Vous avez ici la tour et le logis Perrière. Vous voyez qu'il y a un grand mur sur la droite qui permet évidemment de clôturer cette grande cour principale. Et c'est un château qui, pour la construction, s'est étalé du XIIe jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, pour les parties les plus récentes. C'est dans ce château d'ailleurs que deux rois de France sont venus, l'un en 1600, c'est Henri IV, et l'autre c'est en 1630, ce sera Louis XIII. Et c'est d'ailleurs dans le château d'Annecy eh bien, que la rencontre se fera entre la réunion du cardinal de Richelieu, Mazarin, et c'est là que Mazarin fera connaissance avec Louis XIII. Donc voilà en tout cas un château qu'on appelle le château comtal, vous l'avez compris, du fait de ce rattachement au comté du Genevois, au comté de Genève, qui ensuite deviendra eh bien, la place du duché, le duché de Savoie. Alors actuellement, c'est un musée-château, c'est-à-dire que c'est un château avec de très belles pièces. Alors c'est vraiment assez imposant. Vous avez de très belles cheminées, par exemple, et dans le logis Perrière que vous avez sur la photo, eh bien sur deux niveaux, vous avez ce qu'on appelle le centre d'interprétation des lacs alpins, c'est-à-dire qu'on vous apprend vraiment, eh bien comment sont constitués les lacs dans cette région, que ce soit le lac d'Aix-les-Bains, que ce soit le lac d'Annecy, donc d'origine glaciaire, encore une fois, avec la faune, la flore, l'occupation humaine, vous avez de l'ethnologie également. Donc c'est vraiment un centre très actif et très dynamique pour apprendre beaucoup, non seulement sur Annecy, mais également sur toute la région alpine. Et voilà peut-être le symbole d'Annecy par excellence. Alors cette photo, ce monument en tout cas, est l'un des plus photographiés en France avec le Mont Saint-Michel. Alors j'ai pas été vérifié, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de vrai. Moi qui passe très souvent sur le petit pont justement qui permet de prendre cette photo, il y a beaucoup de gens qui maintenant, comme vous le savez, se font des selfies, en tout cas qui immortalisent ce que l'on appelle, alors le Palais de Lille, c'est son nom officiel, on l'appelle plutôt ce bâtiment les vieilles prisons. Alors il a été restauré il n'y a pas très longtemps, vous voyez d'ailleurs la qualité de la pierre, une belle pierre de taille blanche, qui est donc du calcaire qu'on appelle ici urgonien, très riche en fossiles d'ailleurs, qui provient de toute la zone, qui est de calcaire, et puis avec de la molasse. Donc vous avez cet éperon, on a vraiment l'impression de voir la proue d'un navire, vous voyez, qui fend les eaux du tuyau. Alors c'est un bâtiment qui dès l'Antiquité existait, non pas sur cette forme bien évidemment, mais qui était un peu le péage. C'était l'endroit où on était obligé de passer quand on venait justement d'Italie pour aller en direction de Genève actuellement. Eh bien, on était obligé de passer par le Thiou et de traverser. Et à cet endroit du Thiou, eh bien, il y a une petite île, un petit marécage en tout cas, qui a été assaini, sur laquelle on a construit eh bien, ces premières grandes demeures. C'était une demeure seigneuriale également. C'est dans ce bâtiment qu'on a au Moyen-Âge constitué également l'atelier monétaire. Et puis on les appelle donc les vieilles prisons parce qu'elles ont été transformées en prisons. Et ça jusqu'au 19e siècle. Donc ce n'est pas si loin que ça. Et effectivement, quand on rentre à l'intérieur, eh bien, vous avez vraiment la description des petites cellules sur des paillasses où les prisonniers étaient évidemment les uns sur les autres. Et ce que vous avez exactement ici, la proue de ce vaisseau de pierre, c'est la chapelle avec cette petite tourelle, cette petite échauguette et un magnifique tilleul, vous voyez, qui apparaît dans la cour principale du palais de Lille. À gauche et à droite, là, évidemment, c'est l'endroit idéal pour flâner. Alors, on attend évidemment impatiemment que les terrasses rouvrent pour pouvoir profiter, vous voyez, du Café des Ducs, par exemple, à gauche. Vous avez également une crêperie sur la droite. Vous avez, pas très typique, me direz-vous, mais en tout cas, où il fait bon prendre le soleil. Vous avez évidemment toutes les fleurs, vous voyez, qui courent tout le long de ces canaux, qui fait d'ailleurs d'Annecy une des villes les plus fleuries. Hors concours pendant très longtemps d'ailleurs.
Voilà l'intérieur du palais, en tout cas c'est l'entrée principale du palais de Lille. Donc vous voyez hein, cette architecture là aussi magnifiquement restaurée hein, avec les petits ateliers sur la gauche, l'entrée sur la droite et vous voyez cette belle tour. Donc actuellement c'est également le musée de la ville d'Annecy, Annecy étant dans le label des villes et pays d'art et d'histoire. Voici les vieux quartiers, encore une fois, avec toujours le tuyau, vous voyez, avec beaucoup de ponts, des ponts en pierre qui ont remplacé pour la plupart les anciens ponts en bois qui ont été soit détruits hein, de façon naturelle par le feu ou autre, hein, par les inondations également du tuyau. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au 19e siècle, fin 19e, on va maîtriser cette petite rivière en construisant des écluses. Alors ici, vous voyez l'architecture des grands murs comme à gauche. Particularité, vous avez beaucoup de petites marches, comme ici, vous voyez cette belle arcade, hein, avec ce mur jaune, avec ces belles pierres d'appareillage blanches. Souvent, quand on se promène justement le long du tuyau, vous avez beaucoup de petites marches comme celle-ci, souvent 3, 4, et ce qui permet évidemment d'accéder directement à la rivière. Ça fait figure évidemment de ces symboles, en tout cas des vieux quartiers. Alors c'est là que se déroule également, eh bien, 3 fois par semaine, le marché d'Annecy, hein, qui est d'ailleurs de renommée hein, nationale, on ne va pas aller jusqu'à l'international, on a beau être chauvin, il faut rester quand même assez modeste, mais en tout cas, on entend parler beaucoup de langues lorsqu'on se promène à l'intérieur du marché. Et puis, vous avez reconnu peut-être à l'arcade, regardez sur ce tableau hein, qui est de 1854 que l'on doit à Paul Cabot. On reconnaît bien évidemment le tuyau au premier plan avec ses barges. C'était vraiment le moyen de communication et le seul à l'époque. Vous voyez qu'il n'y a pas de quai. Les quais ont été construits à la fin, toute fin 19e, début du 20e siècle, en particulier sur toute la partie gauche qui correspond ici, vous voyez, hein, au tableau avec ces pilotis. Beaucoup de maisons étaient construites effectivement sur ces grands piliers hein, qui étaient directement installés sur le fond vaseux du tuyau. Regardez à droite de cette image, vous avez cette arcade, vous reconnaissez les 3 petites marches, et bien c'est exactement, elle n'a pas bougé, elle n'a pratiquement pas changé, vous voyez cette arcade à droite sur l'image, c'est celle que vous avez à gauche ici sur cette photographie. Alors effectivement, vous reconnaissez également eh bien, ce petit toit triangulaire pyramidal, ça ce sont les vieilles prisons, et puis tout au fond, au-delà, vous voyez, hein, de ces habitations, vous avez le Mont Verrier qui domine hein, toute la partie eh bien, d'Annecy, du Petit Port, Anne-Sylvieux en particulier. Donc vous voyez que les montagnes sont vraiment ici aux portes, on peut les toucher du doigt, et on peut évidemment s'imprégner en tout cas de cette force sur laquelle est installée la ville d'Annecy. Alors vous voyez, ça a bien changé. Encore une fois, regardez bien la comparaison. On n'est pas très loin de la position que le peintre avait utilisée. On reconnaît le petit, tout au fond du canal, vous voyez, le petit toit pyramidal, de nouveau, hein, qui sert de point de repère. Vous reconnaissez ici les écluses au premier plan. Ça aussi, c'est la photo, hein, souvent qu'on vient immortaliser. Alors là, il n'y a pas beaucoup de fleurs, hein, généralement, il y a beaucoup plus de floraison. Nous avons le symbole du lac avec les cygnes. On a vraiment ici une image d'Épinal. Et vous voyez, ce quai, qui est quand même assez large, hein, sur lequel on peut profiter du soleil, eh bien, a été initié parce que les propriétaires de cette partie gauche du tuyau eh bien, ont voulu justement avoir un quai plus facile, on l'a compris, hein, pour rejoindre évidemment leurs habitations. Et vous avez d'ailleurs à l'angle gauche, en bleu, ce qu'on appelle l'auberge du Lyonnais, qui pendant la Seconde Guerre mondiale est un lieu vraiment très important pour la résistance. C'est un lieu voilà, où beaucoup de papiers, où beaucoup d'informations ont circulé. Donc voilà en tout cas cette image d'Annecy et des vieux quartiers. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les canaux et ce système d'écluses a permis justement eh bien, d'amadouer le tuyau et surtout le lac, de pouvoir réguler lorsque le lac est trop haut, lorsque le lac est trop bas, eh bien d'avoir quand même une certaine stabilité au niveau des eaux du lac. Et donc ces canaux ont été constitués par un ingénieur des ponts et chaussées que vous connaissez et qui a été président de la République française sous la Troisième République et qui s'appelle Sadi Carnot. Vous avez sa photo ici à gauche. Et donc lorsqu'il était ingénieur, eh bien il a habité à Annecy
d'Annecy et c'est lui qui a organisé, orchestré le travail de ces écluses qui sont toujours en activité. Vous voyez d'ailleurs les fleurs là qui tombent littéralement dans cette petite écluse. Et voilà une autre ambiance avec la photo de droite, toujours ces petits ponts ici de briques et toujours omniprésence de ces fleurs. Nous voici avec l'hôtel de ville d'Annecy. Alors effectivement, vous avez tous les drapeaux qui viennent ici dynamiser la façade, typiquement classique, 19e siècle, qui n'est pas sans rappeler évidemment le classicisme français du 17e, avec cette avancée, avec ces 4 colonnes ioniques, avec ce fronton triangulaire. Malheureusement pour les Annéciens, cette mairie, en tout cas la toiture, a brûlé il y a 2 ans. Donc c'est toujours en travaux actuellement. C'était d'ailleurs un incendie assez spectaculaire qui a été rapidement maîtrisé, certes, mais avec de très gros dégâts à l'intérieur. Donc c'est un lieu également qui sert de scène lorsque, au fait de fin d'année pour Noël, eh bien, il y a des rétroprojecteurs qui vont justement faire défiler, un peu comme la Fête des Lumières à Lyon, un spectacle cinéma sur la façade de l'hôtel de ville. Et puis derrière l'hôtel de ville, vous avez un superbe jardin botanique qu'on appelle donc le jardin de l'Europe, avec des essences qui ont été plantées, tenez-vous bien, à l'époque de Napoléon III, l'époque du rattachement. Et justement, en parlant de cette époque napoléonienne, Napoléon III, eh bien, comme vous le savez, Annecy, c'est le siège de la préfecture de la Haute-Savoie. Vous voyez ce bâtiment qui a été construit donc seconde moitié du 19e siècle, 1864. La date est importante ici par l'architecte Charvet. Vous voyez un bâtiment qui rappelle là aussi le style que Napoléon III avait initié, qu'on appelle parfois le style un peu pompier, un peu lisse. Et ce bâtiment n'est pas sans rappeler là aussi le pavillon de Flore, par exemple, sur la continuité du Palais du Louvre, qui lui aussi date de ces années 1860 et suivantes. Annecy, ainsi que toute cette région, a été, comme vous le savez, rattachée à la France en 1860. Jusque-là, c'était évidemment dans le Piémont-Sardaigne, dans cette réunification italienne. Et donc, en 1860, par référendum, on demande aux habitants, aux Annéciens, de choisir italien ou français. Et à une grande majorité, les habitants ont choisi français. Voilà pourquoi maintenant, le drapeau bleu-blanc-rouge prend place en haut de la préfecture. Vous voyez qu'il y a 2 magnifiques conifères qui encadrent l'entrée principale, là aussi plantés à l'époque de Napoléon III. D'ailleurs, Napoléon est venu en visite, il y a eu une grande fête pour son honneur. C'est l'origine d'ailleurs de la fête du lac, qui a lieu normalement toujours au début août, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'arbres qui maintenant sont plus que centenaires, ont été plantés lors de cette visite. Autre bâtiment important pour la vie évidemment des Annéciens, c'est le palais de justice. Alors un bâtiment, vous voyez, qui est de 1978. Donc là, on est vraiment dans le style de la fin des années 70. Alors il y a eu un attentat il n'y a pas très longtemps qui était survenu juste, vous voyez, la même année que les attentats américains, le 22 janvier 2001, et donc qui est réouvert simplement en 2008. Donc c'est un bâtiment qui, en architecture en tout cas moderne, fait figure de modèle, de symbole, avec ses grandes verrières et avec ce bâtiment, vous voyez, cubique, de par sa forme. Et puis nous rentrons dans une autre dimension de la ville d'Annecy. Annecy, depuis le XVIe siècle, on l'a surnommée la Rome des Alpes. Alors pourquoi la Rome des Alpes? Tout simplement parce que nous sommes aux portes de Genève et qu'en 1536, vous avez un certain Jean Calvin qui va évidemment imposer une réforme, le calvinisme, qui va s'introduire durablement en Suisse, à Genève, et par la même occasion, les évêques qui étaient présents à Genève jusqu'à cette date-là doivent fuir et vont trouver refuge à Annecy. C'est la raison pour laquelle ils vont délocaliser le diocèse pour l'installer de facto dans la ville d'Annecy. Alors, vous avez ici un bâtiment qui est beaucoup plus récent, c'est ce qu'on appelle la Visitation. D'ailleurs, du haut duquel vous avez un superbe point de vue sur la ville d'Annecy en contrebas. On est vraiment aux portes du Semnoz, cette montagne plutôt sauvage,
sauvage. Et donc, c'est un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle. Donc, il n'est pas très ancien. Vous avez la partie extérieure avec cette tourelle, ce clocher-porche, comme on l'appelle, qui culmine à 72 mètres de hauteur. Et à l'intérieur de cette basilique très importante pour les pèlerinages, beaucoup de pèlerins viennent pour honorer les deux saints patrons, et qui sont Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, qui tous deux ont vécu aux alentours de 1600, voilà, fin 16e, début 17e siècle. Saint François de Sales qui a formé la communauté des Salésiennes et Sainte Jeanne de Chantal de fonder les Visitandines. Et donc, c'est maintenant le lieu qui recueille leurs deux tombeaux. Autre lieu important pour la religion, encore une fois, suite à cette évacuation de Genève et cette installation durable à Annecy, alors nous avons ici l'église Notre-Dame de Liesse. Alors c'est une ancienne église dont il ne reste quasiment plus rien, si ce n'est quelques fondations archéologiques. Le bâtiment que vous voyez, lui, est daté du 19e siècle. Et d'ailleurs, l'église originelle était orientée de l'autre côté. Donc lorsqu'on a démoli cette église, eh bien, on a réinstallé une nouvelle église, mais avec un sens d'orientation complètement inversé. On a simplement gardé cette belle tour clocher, regardez, qui est du XVIe siècle, un des rares vestiges d'ailleurs qui nous soit parvenu, qui n'a pas été démoli pendant la Révolution, les révolutions, celle du XVIe et puis celle du XVIIIe. Et donc, vous avez ici une tour-clocher vraiment magnifique avec ce blanc caractéristique de cette pierre. La Vierge Notre-Dame de Liesse, la statue dorée que vous apercevez sur la photo de gauche et qui symboliquement protège toute la ville. Et voilà ici sur la petite photo à droite, eh bien, le chevet de l'église, vous voyez, avec des formes assez géométriques, bien tranchées, de forme plutôt cubique, avec ici cette petite rotonde, vous voyez, qui est au-dessus et qui permet de faire rentrer la lumière naturelle dans le chevet de l'église elle-même. Autre église importante également, c'était l'ancienne église qui appartenait aux dominicains, c'est ce qu'on appelle l'église Saint-Maurice. Alors en fait, l'église Saint-Maurice, initialement, c'était dans les fondations du château d'Annecy qu'on a vu au tout début de la présentation, et donc on a redonné ce vocable à cette église, une église qu'on qualifie de gothique sarde. Vous voyez cette belle, à droite en particulier, cette grande façade plutôt neutre, vous voyez, simplement des arcs-boutants, une porte rouge avec au-dessus une belle fenêtre justement de ce style gothique sarde. Et puis à l'intérieur, eh bien, vous avez quelques vestiges et quelques peintures, fresques du XVe et du XVIe siècle. C'était l'église qui a vu le baptême de Saint François de Sales, pardon, sa communion, ainsi que l'église qui a très souvent accueilli Sainte Jeanne de Chantal, qui peut-être le savez-vous, était mariée et qui avait d'ailleurs été à la tête d'une famille très nombreuse avant d'être religieuse et d'être canonisée par l'Église catholique. Et puis l'autre église très importante, celle-ci, qu'on appelle, en tout cas quand on se promène dans Annecy, on appelle ça l'église des Italiens. C'est comme ça que les Annéciens connaissent cette église. Depuis 1922, effectivement, c'est l'église qui a été donnée pour la communauté italienne, assez importante, vous vous en doutez, dans cette région frontalière. C'est l'église Saint-François. Alors cette église Saint-François, vous voyez que la façade est qualifiée de classique. On est vraiment dans le modèle de l'église du Gesù de Rome, l'église jésuite par excellence. C'est une église assez importante. Il y a eu des mariages, un mariage par exemple de Victor Emmanuel, un mariage très royal qui s'est déroulé à l'intérieur. Et donc cette église accueille un maître-autel magnifique, tout en bois, et fait un petit peu écho à ce que vous pouvez découvrir dans toute la région de Savoie et d'Haute-Savoie, à savoir les fameuses chapelles, les chemins du baroque. Là aussi, ça vaut vraiment le coup de découvrir toutes ces pérégrinations, toutes ces promenades en montagne, avec comme un véritable chapelet toutes ces chapelles décorées dans le style baroque sarde, plutôt du bois avec des peintures par-dessus. Et puis, on l'a aperçu de loin tout à l'heure, voilà l'un des symboles du chic, du luxe. Luxe, calme et volupté, ça pourrait être la devise de cet endroit. Nous avons ici l'Imperial Palace. Alors, c'est un bâtiment qui a été construit en 1913. On est vraiment dans cette époque de Belle Époque,
avec évidemment toute la décoration intérieure. Alors tout a été refait, hein, c'est un bâtiment qui a pris feu. D'ailleurs, c'était lors du tournage de Tout feu, tout flamme que ce bâtiment a été, vous voyez, hein, réinterprété par la suite. Des années de travaux ont été nécessaires maintenant, qui offre évidemment très belle vue parce qu'il est sur le promontoire, donc une vue dégagée sur le lac, sur les montagnes, avec de très beaux jardins, vous voyez, très bien entretenus. Vous avez également un très bon restaurant, La Voile, vous avez un casino, et puis vous avez évidemment cette ambiance un peu surannée et évidemment cette vue magnifique. L'autre symbole, évidemment, c'est pas pour rien qu'on surnomme Annecy la petite Venise des Alpes, et pour cause, depuis quelques années maintenant, eh bien, la ville d'Annecy accueille toutes les personnes qui ont été costumées, qui ont d'abord été au carnaval de Venise, donc au mois de février, et lorsque le carnaval de Venise se termine, eh bien, beaucoup de ces personnes, d'origine française d'ailleurs, mais pas que, eh bien, continuent cette ambiance en venant à Annecy, donc pas très loin, ils franchissent les Alpes simplement, et au mois généralement c'est début mars, là malheureusement annulé l'année dernière, annulé cette année, on croise les doigts pour l'année prochaine, mais où effectivement il y a quand même un petit peu moins de monde qu'à Venise, et vous avez là aussi eh bien, des photos, vous voyez, qui parlent d'elles-mêmes avec la Tournette par exemple à droite, vous voyez, hein, ce couple noir et blanc avec cette très belle montagne enneigée, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Il y a encore de la neige en haut de la Tournette avec le lac en toile de fond. Et puis, vous voyez cette ambiance, évidemment, où tous ces couples, tous ces personnages masqués et costumés déambulent dans les vieux quartiers. Donc là, évidemment, on s'en donne à cœur joie. Autre symbole, cette fois-ci, on se rapproche du lac avec le libellule. Alors, il y a eu de nombreux bateaux hein, très célèbres sur le lac d'Annecy. On a la Croix de Savoie, on a évidemment le France, c'est peut-être le plus célèbre, hein, qui a coulé, pas très loin d'ailleurs de l'Imperial Palace, et donc qui est bien remplacé par cet ovni, effectivement, avec une forme assez étonnante qu'on appelle le libellule. Alors, c'est une institution. On fait généralement une croisière, repas à bord de ce bateau, donc assez agréable. On prend le temps d'apprécier la circulation, en tout cas, de profiter des berges du lac d'Annecy. Alors, son quai est juste à côté de la mairie, de l'hôtel de ville qu'on a vu tout à l'heure, et vraiment aux portes des vieux quartiers d'Annecy. Et puis un canal hein, qui permet justement eh bien, d'avoir cette ambiance, encore une fois amplifiée, de l'eau omniprésente dans les vieux quartiers. Voilà toutes les barques. Vraiment, là aussi, le symbole, hein, ces vieilles barques en bois, vous voyez, assez simples. Toutes les barques des pêcheurs. Alors maintenant, ce sont surtout des barques utilisées par les touristes hein, qui peuvent utiliser hein, ces barques. On a même des rivas hein, qui permettent de relier les différentes berges du lac. Et puis tout au fond, on aperçoit déjà, après cette belle enfilade de platanes, là ces platanes aussi ont été plantés à l'époque de Napoléon III, c'est le pont des Amours. Et après le pont des Amours, eh bien c'est le lac qui se découvre. Le voici de plus près, le pont des Amours, le bien nommé. Alors, vous avez évidemment cette tradition qui maintenant est un petit peu terminée de mettre des cadenas hein, sur le pont hein, qui évidemment unit ces deux rives. Alors, vous avez à gauche le Champ de Mars, le Paquier. À droite, c'est les fameux jardins de l'Europe, hein, les fameux jardins botaniques à l'arrière de l'hôtel de ville. Et là, c'est vraiment eh bien, toutes les activités qu'on peut faire sur le lac avec les pédalos. Vous voyez, il y a beaucoup hein, de loueurs de pédalos. Alors là aussi, vous venez à la belle saison, vous en avez une quantité assez importante. On a maintenant du paddle, vous avez également bref, tout ce que vous pouvez faire sur le lac, c'est pratiquement disponible sur pratiquement toutes les berges du lac d'Annecy. Voici une vue justement prise depuis le pont des Amours. On est installé sur le pont et voilà un petit peu eh bien, l'image, la vision que vous avez sur cette partie du lac qui n'est pas très profonde. Vous voyez hein, qu'on voit pratiquement le fond de l'eau, c'est simplement 1 ou 2 mètres de profondeur. Vous avez les petits bateaux dont je vous parlais juste à l'instant. Vous avez à gauche toute cette belle promenade rectiligne hein, de la promenade justement eh bien, d'Albigny avec ces beaux platanes. Vous avez le Mont Verrier, cette grande montagne qui tombe littéralement dans le lac. Au-delà, sur la gauche, c'est le Parmelan. Vous voyez ces grandes chaînes, hein, ces grandes reliefs en tout cas de calcaire. Et puis à droite, eh bien, c'est vraiment le lac proprement dit et cette grande
déambulation le long des berges. Voici le lac, nous sommes en plein milieu. Et voilà vraiment l'image d'un lac qui est vraiment aux portes de ce qu'on appelle les Préalpes. Donc c'est une région montagneuse, certes, avec le massif des Aravis que vous apercevez tout au fond. Vous voyez que les montagnes sont enneigées. La Tournette, pour vous donner un ordre d'idée, à gauche, culmine à plus de 2300 mètres. Et derrière, eh bien, vous avez la Grande Plaine. C'est la raison pour laquelle, eh bien, vous avez la fameuse cluse du lac, tout à fait, Marie-Françoise. C'est ce qu'on appelle la cluse, c'est-à-dire que vous avez ce lac d'origine, encore une fois, glaciaire, formé par les glaciers qui ont raviné littéralement et qui, en fondant, eh bien, ont laissé place à cette cluse remplie par eh bien, toutes les rivières qui dévalent de toutes ces montagnes, évidemment, avec la pluie et avec la neige pour l'hiver. Alors, ce lac a inspiré beaucoup d'auteurs. Alors, pour n'en citer qu'un, eh bien, nous avons ici un certain Eugène Sue. Alors, il faut savoir qu'Eugène Sue est mort à Annecy-le-Vieux. Il était en exil dans la région après le coup d'État du 2 décembre 51, où on voit justement Louis-Napoléon devenir Napoléon III. Eh bien, Eugène Sue, un peu comme Victor Hugo, qui lui choisira les îles anglo-normandes, eh bien Eugène Sue vient lui se réfugier dans cette région qui est encore évidemment sarde à l'époque et qui va donner naissance eh bien, à l'un de son dernier roman qui s'appelle Cornelia d'Alfie, la marquise Cornelia d'Alfie, et qui nous dit ceci. Le lac d'Annecy, lac enchanteur dont les aspects variés sont disposés, groupés, proportionnés par la nature, avec un bonheur qui défie l'idéal de l'art. L'œil ravi s'arrête tour à tour sur les bords riants, mélancoliques ou grandioses du lac, et plonge dans des horizons lointains, découverts par l'abaissement des pentes de quelques-unes des montagnes dont il est encadré. Donc voilà un extrait. Vous pouvez évidemment vous replonger dans ce roman, pas très connu en tout cas, moins connu que les autres de sa plume, et il est actuellement donc enterré dans le cimetière de Lauverchie, pour les personnes qui connaissent un petit peu la région annécienne. Autre personnalité également qui est attitrée, on les verra dans quelques instants, mais avant cela, eh bien, regardez cette image qui vous montre que le lac peut être parfois assez retorse. Vous voyez qu'ici, nous sommes à l'automne 2018, la fameuse grande sécheresse qui a vu le lac perdre 13 cm. Vous voyez ici, sur la photo, vous avez la grande promenade à gauche, où vous avez les grands arbres, les grands platanes. Donc voilà la promenade naturelle. Et puis là, vous avez tous ces petits éléments en bois. Là, vous avez une personne qui est assise, qui est plutôt rouge, en plein milieu de la photo. Là, normalement, c'est l'eau du lac. Et vous voyez que là, cet automne 2018, eh bien, il faut aller très loin pour trouver l'eau. Ça a été exceptionnel. C'était une année, effectivement, qui est restée dans les annales du lac pour, justement, eh bien, son niveau le plus bas. Vraiment une sécheresse qui, vous voyez par vous-même, a été surprenante. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, voilà le grand espace vert des Annéciens, des Annéciennes. Vous voyez, au pied du Mont Verrier, le lac sur la droite, toujours la belle promenade d'Albigny à gauche. C'est le Paquier, qu'on appelle également communément le Champ de Mars, on utilise les deux termes, et qui par testament, eh bien, sur le testament qui a été fait, c'était une propriétaire, eh bien, a stipulé que cet espace, vous voyez, 4,5 hectares, serait inconstructible. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous avons ici une grande pelouse sur laquelle s'installent les fameux gradins pour la fameuse fête du lac. Alors, c'est une fête de renommée, cette fois-ci internationale. Et c'est ici également eh bien, qu'ont lieu les grandes manifestations. La venue de Jean-Paul II, par exemple, s'était déroulée sur le Paquier. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, de grandes personnalités sont passées également par la ville d'Annecy. Il n'y a pas que Eugène Sue, mais vous avez également le tout jeune Jean-Jacques Rousseau. Il arrive à Annecy, quittant Genève, pour venir justement rencontrer Madame de Warens, Éléonore de Warens. Il a 16 ans lorsqu'il arrive à Annecy, elle en a déjà 28, et donc c'est une rencontre qui a été immortalisée par évidemment cette fameuse fontaine du balustre d'or qui se trouve vraiment dans les vieux quartiers, aux portes du Conservatoire national de musique actuellement. Et donc voilà, sur la photo de gauche, vous voyez très nettement le buste de Houdon qui représente évidemment Jean-Jacques Rousseau.
château avec une petite dédicace, hein, et puis cette fameuse balustrade de ferronnerie, hein, qui est dorée, alors c'est de la peinture jaune, hein, et qui en tout cas immortalise le lieu de rencontre entre le jeune philosophe et Madame de Warens. Ils se rencontreront également une deuxième fois à Chambéry, à l'hôtel des Charmilles. Et puis, autre personnalité, hein, qui est attribuée, bien évidemment, à cette histoire annécienne, eh bien, nous avons ici Claude-Louis Berthollet. Alors, vous avez ici bien quelques indications sur ce fameux Claude-Louis Berthollet. Vous avez son origine, il est né à Talloires, donc au bord du lac d'Annecy, et qu'il est l'inventeur de l'eau de Javel. C'est pour ça qu'on le connaît, qu'il a cette réputation, cette renommée, et que par cause à effet, eh bien, on va donner son nom au lycée, un lycée et un public très important pour Annecy, qui a été inauguré en 1888 justement par Sadi Carnot, alors président de la République. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre les vieux quartiers d'Annecy et Annecy-le-Vieux. Ce sont vraiment deux villes différentes. Vous avez Annecy, qu'on vient de voir, et puis vous avez Annecy-le-Vieux, qui, elle, se trouve aux portes d'Annecy, mais sur la Moraine. La Moraine laissée par l'ancien glacier, donc on est un petit peu surélevé. Et vous avez à Annecy-le-Vieux, eh bien, un quartier également très sympathique, avec, par exemple, ici le vieux clocher, hein, qui jouxte l'église Saint-Laurent. Ce vieux clocher roman, il date du XIIe siècle, vraiment l'un des symboles d'Annecy-le-Vieux. Juste à côté, vous avez la maison qui a accueilli Gabriel Fauré, qui, pendant à peu près 5 ans, est venu tous les étés. Très belle maison avec une très belle vue sur le lac. Et c'est là où il a composé en particulier Péléas et Mélisandre. Et puis le Requiem, évidemment, qu'on lui connaît. En tout cas, un lieu vraiment très important. L'un des maires d'Annecy-le-Vieux, Accoyer a été d'ailleurs président de l'Assemblée nationale assez récemment. On appelle les habitants les Anciléviens et Anciléviennes. Et puis une autre institution qui se trouvait jusqu'à une période assez récente, justement à Annecy-le-Vieux, c'est la fonderie Paccard, des cloches Paccard, qui maintenant se trouve à Sévrier. Alors vous avez différentes cloches, alors c'est une institution, les cloches Paccard, depuis le XVIIIe siècle, cette famille est à la tête d'une confection de cloches que l'on trouve dans le monde entier. À gauche, c'est peut-être la plus célèbre, qu'on appelle la savoyarde, qui se trouve donc en haut de la basilique du Sacré-Cœur, et qui a été, vous voyez, inaugurée en 1891. Et puis plus proche de nous, vous avez la cloche que vous avez là en photo, qu'on appelle la World Peace Bell, plus communément la cloche du millénaire, 33 tonnes, qui a été fondue en 98 et qui a été inaugurée le 1er janvier de l'an 2000 à minuit. Évidemment, voilà pourquoi on l'appelle la cloche du millénaire. Elle se trouve donc dans le Kentucky. Et beaucoup d'autres cloches, bien évidemment. Et puis, retournons un petit peu sur le lac. Cette fois-ci, nous sommes à la jonction entre le grand lac à droite et le petit lac à gauche, avec ce qu'on appelle ici la péninsule de Douin, vous l'apercevez, avec sur la péninsule, vous voyez, comme une grande construction, c'est le château de Douin que vous avez installé sur ce magnifique panorama entre les deux lacs. Et puis au premier plan, vous voyez vraiment aux portes de la photo, ici en contrebas, c'est l'abbaye et sur la baie de Talloires qui se dévoile juste là, sous vos pieds. Alors ce sont deux endroits qui se font face et qui sont vraiment emblématiques également de la qualité de vie au bord du lac. Voilà le château de Douin, qu'on appelle le château de la famille de Ruffy sur la presqu'île. Vous voyez une photo qui a été prise en hiver. Nous sommes sous les dents de l'Enfant, ce sont les chaînes que vous aviez au-dessus. Alors c'est un château qu'on croirait sorti vraiment de l'imagination d'un architecte un peu fou, avec cette tourelle, avec ce bâtiment, en tout cas cette position stratégique qui a une vue panoramique pratiquement sur tout le lac. C'est toujours dans la propriété d'une famille, c'est donc un bâtiment qui n'est pas ouvert à la visite, sauf que là, j'ai vu récemment que le propriétaire allait ouvrir très certainement, lorsqu'il le pourra, les jardins dans lesquels on pourra donc circuler librement et pouvoir apprécier de plus près le château.
Et ce château, vous l'avez peut-être déjà vu pour les amateurs d'art dans une toile de Paul Cézanne. La voici maintenant devant vous. Alors Paul Cézanne qui est venu à Talloires pour séjourner, il avait quelques problèmes de santé, donc c'est toujours plus plaisant de venir se reposer dans ces endroits un petit peu hors du temps. Et donc pendant son exil, pendant son rétablissement, eh bien, il a fait quelques aquarelles et il a peint ce tableau qui s'appelle Le Lac bleu, 1896, et qui se trouve actuellement à Londres, dans l'Institut Courtauld. Alors, vous voyez qu'il y a un nouveau langage pictural très géométrique. Vous voyez que les tonalités de sa palette alternent entre les couleurs froides et les couleurs chaudes, et puis qu'il a simplifié au maximum. Il a enlevé pratiquement tous les détails pour donner la concentration sur l'architecture elle-même et les formes géométriques. C'est vraiment une anticipation de l'art cubique qu'on aura par la suite. Et donc, il a posé son chevalet, vous voyez l'arbre à gauche, eh bien, nous sommes à Talloires. Et puis, de cet endroit, il voit vraiment eh bien, la presqu'île de Douin, le château, de l'autre côté du lac. Voilà à peu près la position qu'il a peut-être pris. On retrouve peut-être l'arbre sur la gauche. Vous voyez le château qui est vraiment de l'autre côté. Et voilà cet enchaînement de toutes ces montagnes. Alors, on a sur la partie la plus importante, le massif des Bauges qui se trouve à l'arrière. Et puis voilà, cette ambiance avec les petits bateaux que vous avez sur la gauche. Vraiment un lieu où, encore une fois, on pourrait faire nôtre la devise luxe, calme et volupté. Alors voici Talloires, toujours, vous voyez très nettement les dents de Lanfon, les Lanfonais. Vous avez ce grand bâtiment, donc l'ancienne abbaye de Talloires. C'était un ancien prieuré bénédictin, vous voyez, fondé au XIe siècle, qui a été abbaye royale au XVIIe, et donc qui actuellement accueille un hôtel, on s'en doute de luxe et de charme. Et à Talloires, vous avez également un très beau village. Voici une photo que je trouve assez sympathique, avec le clocher, avec les vergers, vous voyez, qui encadrent tout le village. Alors, il faut savoir que jusqu'à une époque assez récente, toute cette partie du lac d'Annecy, où vous avez justement Verrières, Menton, Talloires, eh bien, il y avait beaucoup de vignobles qui étaient plantés, malheureusement, qui a été enlevé et remplacé pour la plupart par des arbres fruitiers et par tous ces villages qui ont pris de plus en plus d'importance. C'est sur ces berges en particulier du lac que vous avez les grandes familles que vous connaissez comme Salomon par exemple. Vous avez la famille Mérieux des laboratoires pharmaceutiques. Vous avez, voilà, c'était des anciennes propriétés de religieuses, d'abbayes en tout cas, qui ont été récupérées par la suite. Et puis, une institution à Talloires, on apprécie évidemment la gastronomie qu'il y a dans la région, et en particulier, alors vous connaissez, j'en suis sûr, Marc Vera, qui lui est à Verrières-du-Lac, dans la fameuse Maison Bleue. Alors, il n'est plus tellement actif en tant que chef, mais effectivement, il a porté les couleurs de sa région, en tout cas avec son chapeau, le chapeau noir, avec ses herbes, avec son herbier. Eh bien, vous avez à peu près du même acabit, l'auberge du père Bise pour la qualité gastronomique. Alors là, c'est Jean Sulpice, c'est un chef également de renommée internationale qui vous invite à un voyage gastronomique à travers évidemment les plantes et les fleurs qui peuvent justement être découvertes dans les montagnes environnantes. Et justement, en parlant de gastronomie, lorsqu'on vient à Annecy, on vient également pour apprécier les bonnes tables et les bons produits. Vous avez évidemment du vin, on en a parlé à l'instant, vous avez du fromage. Alors ce fromage, le plus célèbre, c'est peut-être le reblochon. On le trouve essentiellement à Thônes, c'est là que vous avez l'institution, en tout cas la naissance. Je vous rappelle que d'ailleurs le mot reblochon, c'est évidemment reblocher en vieux patois. Et donc reblocher, ça veut dire faire la traite une deuxième fois, parce que les paysans étaient impactés pour l'impôt sur la première traite. Ils gardaient la deuxième traite, moins effectivement conséquente en lait, mais plus riche en crème, d'où effectivement le reblochon. Donc en tout cas, et vous avez un restaurant dans les vieux quartiers qui s'appelle le Frétille et dans lequel vous avez évidemment toute la quantité, le choix très important pour les tartiflettes, pour les fondus. Vous voyez que la photo là aussi parle d'elle-même pour tous les produits qu'on peut trouver bien évidemment ici.
Et puis, on termine avec l'autre petite commune qui se trouve vraiment au port du lac. Vous avez le deuxième palace, hein, vous avez l'impérial, on l'a vu tout à l'heure, voilà le palace de Menton. Vous voyez, à peu près contemporain, toujours de ce style Belle Époque, 1906-1907. Alors, c'est un palace qui pendant très longtemps a été fermé. Vous avez cette belle volée de marche, vous voyez au premier plan, une belle marquise hein, qui accueille eh bien, tous les visiteurs et les convives, et puis duquel vous avez un très beau point de vue, cette fois-ci sur l'Annecy elle-même, et évidemment sur toute le lac hein, qui est vraiment aux portes ici, hein, au pied de ce palace. Un peu moins connu, hein, mais en tout cas, ce qui fait d'Annecy d'ailleurs est la région du lac, l'un des endroits en France avec une consommation assez importante au kilomètre carré eh bien, de relais châteaux, de palaces et de restaurants gastronomiques. Et puis nous terminons cette présentation avec peut-être l'un des châteaux les plus surprenants, le château de Menton-Saint-Bernard, qui surplombe le lac, alors du haut duquel vous avez un panorama vraiment ici à couper le souffle. C'est un château qui est assez ancien de par son origine, hein, des princes, et qui remonte au XIe siècle, alors il ne reste quasiment rien de cette époque, mais le château a été grandement remanié dans un style un petit peu, eh bien, vous reconnaissez un petit peu au XIXe siècle, avec la Susse, Duban et surtout Viollet-le-Duc, hein, qui vont inspirer une reconstruction, un peu l'image idéale qu'on avait du Moyen-Âge à cette époque-là. Et d'ailleurs, en 1930, alors aucune certitude bien évidemment, mais un certain Walt Disney est venu à Talloires, lui aussi, hein, et aurait, eh bien, pris modèle sur ce château pour en faire le château de la Belle en bois dormant. Quoi qu'il en soit, que l'histoire soit vraie ou non, le château n'en demeure pas moins, vous voyez, un exemple d'architecture revisité par le 19e siècle. C'est donc Saint Bernard de Menton, la personnalité la plus illustre de cette famille, hein, qui a fondé ces fameuses communauté religieuse. Et puis, vous avez François de Menton, plus proche de nous, qui est un grand représentant, un grand résistant, qui était présent également, qui représentait la France au procès de Nuremberg. Et à l'intérieur du château, là, vous avez une bibliothèque exceptionnelle et l'un des rares endroits où vous pouvez trouver l'intégralité de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, c'est assez exceptionnel. Je vous invite fortement à aller découvrir le château de Menton-Saint-Bernard. Et puis, pour terminer, eh bien, regardez cette très belle image. Nous avons ici les brumes matinales, le château de Menton-Saint-Bernard, vous voyez, qui est comme une apparition et qui, en tout cas, eh bien, me permet de conclure sur Annecy, sur sa région. J'espère que vous avez redécouvert votre ville pour les personnes qui y habitent, ou en tout cas que ça vous a donné envie de venir à Annecy pour découvrir la ville, mais également les bords du lac, également la Haute-Savoie, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. En tout cas, je me ferai une joie de vous y inviter, de vous faire découvrir la ville qui, encore une fois, eh bien, qui m'a permis de me développer et qui me donne satisfaction et beaucoup de plaisir à chaque instant. Merci beaucoup en tout cas et au plaisir de vous retrouver. Et d'ici là, portez-vous bien. Alors n'oubliez pas nos rendez-vous qui vont suivre. Nous avons demain, alors j'aurai le plaisir, pour les personnes qui seront là demain, eh bien, de vous retrouver pour vous présenter les lacs italiens. Voilà la présentation qui va apparaître. Donc voilà, splendide lacs italiens comme un goût de paradis, donc demain à 16 heures, où effectivement nous parlerons d'autres lacs. Cette fois-ci, on va passer de l'autre côté des Alpes. Ensuite, eh bien, vous avez mardi 9 mars, vous voyez les châteaux cathares qui vous seront présentés par Geneviève Furnemont. Et puis Stockholm, chapelet d'île entre Baltique et Mälaren par Geneviève Furnemont également, mercredi 10 mars. Merci beaucoup en tout cas. Encore une fois, un immense merci de la part de toute l'équipe d'Intermed et des conférenciers pour votre fidélité. Et c'est grâce à vous que ces conférences ont lieu. Donc, un grand merci. Et puis, j'espère à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci. Bonne fin d'après-midi.